Rochexpo.tv, soyez les bienvenus si c'est maintenant que vous nous rejoignez en direct sur www.rochexpo.tv. On va parler de ces journées qualifiantes qui se sont tenues aujourd'hui dans le village des sports, ici au parc des expositions. On reçoit sur ce plateau Aimée Chervet, vous êtes la directrice de la maison familiale rurale d'Anne-Sylvieux. Bonjour. Bonjour. Luc Humeau, vous êtes le directeur du centre de formation au métier de la montagne de Thônes, qu'on appelle plus communément le CFMM, c'est ça? Bonjour. On va dire le CFMM pour toute la durée de ce plateau. Et puis enfin, Nicolas Bernard-Granger, vous êtes le directeur de Sport Léman. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints sur le plateau de la Web TV de la 89e foire. Alors, qui veut commencer par nous expliquer ce que sont ces journées qualifiantes? À quoi ça sert concrètement? Qui? Allez-vous, madame. Allez, dites-nous qu'est-ce que c'est que ces journées qualifiantes? Ces journées qualifiantes permettent au public de bien comprendre comment on accède au métier du sport, au métier d'animateur sportif, d'éducateur sportif, quelles sont les filières à suivre pour pouvoir accéder à un emploi dans ce secteur. Quels sont les types d'emplois qu'on trouve dans le secteur du sport justement? Dans les secteurs du sport, dans le domaine que je connais, on peut être éducateur sportif dans les services sport des mairies, on peut être entraîneur sportif aussi, on peut être animateur en maison des jeunes, en développant des activités sportives. On peut aussi travailler en station ou en centre de vacances sur des activités d'animation sportive. L'AMFR d'Anne-Sylvieux, quel est son rôle? Alors notre rôle est de former, de préparer des jeunes dans une filière qui prépare au métier de l'animation sportive. En commençant par un BAPAT, qui est un diplôme d'assistant animateur sportif. C'est le démarrage de la filière des métiers du sport. Et puis ensuite, en passant à un BPGEPS, qui est un brevet d'État d'éducateur sportif, qui permet aussi, quand on suit une unité particulière, de devenir directeur d'accueil de centre de mineurs. C'est des formations qu'on commence à partir de quel âge et quel niveau de qualification initiale? Alors, on rentre en BAPAT sans qualification précise. C'est une formation qui est plutôt accessible à des jeunes qui ont au minimum 17 ans et demi, 18 ans. Et puis en BPGEPS avec une expérience professionnelle et un niveau bac. Toutes nos formations sont en alternance. Les jeunes à la fois d'une expérience professionnelle, d'une formation en milieu professionnel et d'une formation à la MFR, centre de formation. Est-ce que ce sont des métiers pour lesquels il y a du travail? C'est la question qu'on se pose en ce moment. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un déficit d'emploi dans ces métiers-là ou pas tout à fait, mais il y a du travail? Si, il y a un déficit d'emploi, mais à condition qu'on ait au minimum un BPGEPS, c'est-à-dire un brevet d'État. Le secteur professionnel est tendu et les services qui ont des offres d'emploi dans ce secteur professionnel émettent plus d'offres d'emploi qu'ils n'ont de salariés formés à recruter sur le département. Donc ce sont des formations intéressantes pour des jeunes qui souhaitent travailler dans ce secteur-là parce qu'elles débouchent obligatoirement sur un emploi. Le centre de formation des métiers de la montagne, Luc Humeau, quels sont les types de métiers auxquels vous formez? Alors le CFMM est spécialisé dans tous les métiers de la montagne, montagne hivernale, montagne estivale. Et quand je dis métier de la montagne, c'est pas forcément métier du ski ou de l'escalade ou de la haute montagne. C'est quel type d'autres métiers alors? Ça peut aussi être des métiers liés à l'économie de montagne. Nous formons également des maîtres nageurs. D'accord. On pourrait penser que le maître nageur, ce n'est pas un métier de la montagne. C'est pas un métier spécifique à la montagne. Spécifiquement de la montagne, mais il va bien en termes de saisonnalité avec les métiers du ski par exemple. Quand on est moniteur de ski, il faut bien faire quelque chose l'été. Exactement. Donc nous avons pour objectif de former des pluriactifs. Nous ne formons que des jeunes au métier de la pluriactivité, donc des jeunes qui seront saisonniers, qui peuvent être moniteurs de ski en hiver, maîtres nageurs en été, ou qui seront pisteurs secouristes en hiver, paysagistes en été, etc., etc. Et donc quand on intègre votre centre de formation, on apprend les deux, on a les deux diplômes. Toujours. C'est pas un an après l'autre, c'est les deux en même temps? Non, c'est bien les deux en même temps. D'accord. Nous sommes un établissement qui est appelé biqualifiant, en ce sens où les jeunes qui rentrent dans une classe de bac ou de formation supérieure se préparent en même temps aux disciplines sportives. D'où le nom de formation biqualifiante. Et donc il faut choisir au début de son cycle de formation, non pas un, mais deux métiers qu'on exercera. Alors il faut choisir la classe de formation initiale dans laquelle on va rentrer. Et puis il faut aussi choisir sa discipline de montagne, la discipline sportive. Pour l'hiver, ça peut être soit se préparer au monitorat de ski, dans le ski de fond ou le ski alpin, soit au métier de pisteur secouriste, ski de fond ou ski alpin.
Et pour les disciplines estivales, ils peuvent se préparer soit au métier du secours aquatique, par la préparation du BNSSA, soit au métier de l'escalade et de la haute montagne, au métier d'accompagnateur en montagne, et pour un certain nombre également au métier de maître nageur. Est-ce que, je pose la même question, est-ce que ce sont des métiers où il y a de l'emploi ? Il y a de l'emploi, il faut souvent être mobile, ce sont des métiers saisonniers. Les métiers du ski, ce sont des métiers qui se pratiquent beaucoup pendant les vacances scolaires, avec des périodes de creux dans les périodes touristiques de plus faible affluence. Il y a moins de monde en début janvier qu'en vacances de février, par exemple. Mais ce sont des métiers qui correspondent bien à la vie en montagne. La pluriactivité, c'est un mode de vie. Et justement, c'est quel type de contrat, après quel type de contrat on a quand on exerce deux métiers pour la moitié de l'année ? C'est tout à fait variable. Quand on est moniteur de ski, on est travailleur indépendant. Ouais. Quand on est pisteur secouriste, on est salarié d'un service des pistes. Quand on est maître nageur, on est la plupart du temps salarié de la structure de l'espace aquatique qui nous emploie. On peut être aussi paysagiste en été et on est salarié. Donc les statuts sont divers. Et ce ne sont pas forcément des contrats précaires, ça peut être des CDI. Non, il faut sauter de l'idée que les métiers saisonniers le contrat de saisonnier, on a toujours cette image-là. On a longtemps pensé, mais la saisonnalité, la pluriactivité, c'est un vrai mode de vie. Et en pays de montagne, il est très très pratiqué. Et le statut des saisonniers s'est quand même beaucoup amélioré. Ce sont des formations difficiles ? Ce sont des formations difficiles, exigeantes, parce que les premières étapes pour accéder au cursus de formation, ce sont souvent des tests sportifs. Donc il faut d'abord avoir un bon niveau sportif, mais j'imagine que ça ne s'arrête pas là. Après, il faut avoir un bon niveau intellectuel aussi, parce que la formation, c'est aussi de la théorie. Absolument. Très bien. Quand on s'engage vers les métiers de l'encadrement sportif, on doit être aussi de très bons pédagogues, et on doit avoir des multicompétences, mais au départ, on doit être très sportif, effectivement. Je me tourne vers vous, Nicolas Bernard Granger, et vous êtes le directeur de Sport Léman. Tout simplement, qu'est-ce que c'est Sport Léman ? Alors Sport Léman, on a un jeune centre de formation au métier du sport qui est actif depuis 2011. On est situé à Publier, à côté de Thonon-les-Bains. Alors pareil, les métiers du sport, vu que c'est un sujet vaste, ce sont quels métiers dont vous parlez ? Alors nous, on s'oriente plus particulièrement vers le milieu associatif, dans le champ des sports collectifs. On forme un BPGEP sport collectif, donc que ce soit dans le football, le basket, le rugby ou le handball. On forme des éducateurs sportifs capables de travailler dans ces associations qui œuvrent au quotidien dans le milieu du sport. Vous formez combien déjà, ce sont des formations qui durent combien de temps ? C'est des promotions qui tournent autour de 15 jeunes sur 2 ans de formation. Donc on a déjà eu 3 promotions au sein de notre organisme et qui ont généré de l'emploi. Vous parliez de l'emploi, ça a généré de l'emploi dans le milieu associatif. Il y a eu déjà 33 créations de postes dans le tissu associatif des sports collectifs en Haute-Savoie. Donc dans le milieu associatif, on est salarié aussi, on est en CDI ? Salarié, c'est la formation qu'on propose, c'est sous contrat de travail, donc des contrats d'apprentissage. Et au terme des contrats d'apprentissage, il peut y avoir une expérience qui perdure entre l'association et le jeune via un nouveau contrat de travail, ce qui est le cas à 75% du temps. Quel est le bilan que vous tirez de cette journée formation qualifiante ici à la foire de la Haute-Savoie-Mont-Blanc ? Est-ce que vous avez rencontré des profils qui s'intéressent à ces métiers-là, des gens qui ne connaissent pas forcément ces métiers ? Quel est le bilan que vous tirez de cette journée ? Non, pas forcément, parce que le public n'est pas forcément notre cible, mais ça permet de faire connaître nos organismes et également de faire connaître cette voie qui existe, cette voie professionnelle qui existe dans le champ des sports. Il n'y a pas que la pratique sportive qui existe, il y a aussi l'encadrement sportif qui existe. Donc voilà. Aimé Chervet, quel conseil vous donneriez à des jeunes qui s'intéressent à ces métiers du sport ? Comment on fait d'abord pour savoir dans quel métier on va être le mieux ? Comment on fait pour tous les découvrir, tous les connaître ? Quel conseil vous donneriez ? Ce que je leur donnerais comme conseil, c'est déjà de commencer par s'intéresser au métier, de passer un BAFA peut-être pour bien approcher le secteur de l'animation, et puis d'avoir envie et de pratiquer des sports. C'est important. Ça paraît évident, mais est-ce que le niveau, est-ce que la performance sportive est un prérequis ? Est-ce qu'on a besoin d'être très bon en sport ou est-ce qu'il ne faut pas être un champion ? Non, il ne faut pas, dans notre champ professionnel, il ne faut pas être un champion sportif, il ne faut pas avoir un niveau élevé en sport. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne condition physique, tout à fait,
Et puis il faut aussi avoir l'envie de pratiquer et de transmettre des pratiques sportives. Parce que comme disaient mes collègues, il faut être un bon pédagogue. Ce qui est très important, c'est ça. Et c'est ce qu'on apprend dans nos formations. Comment on apprend à être pédagogue? C'est quoi? C'est de la théorie de pédagogie? Concrètement, c'est quoi? Bien sûr, comme dans toute formation, il y a de la théorie, mais il y a aussi beaucoup de travaux de groupe, de jeux de rôle, et leur formation en apprentissage dans le milieu professionnel leur permet de gérer des groupes et de mettre en pratique tous les acquis théoriques en centre de formation. Donc en centre de formation, on apprend déjà, il y a des exercices avec des groupes, une sorte de test en conditions. Oui. Tout à fait. En centre de formation, il y a d'autres élèves, d'autres groupes. Chez nous, ça se passe comme ça. Ouais. Et les jeunes qui se préparent à ces métiers-là gèrent des activités sportives avec les élèves d'autres formations. On a des élèves de 15 à 25 ans dans nos centres de formation. Et ça leur permet d'approcher un peu tous les publics. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est leur contrat d'apprentissage et le fait d'exercer vraiment en grandeur nature dans le secteur professionnel. Luc Humeau, quelle est la différence entre un bon et un mauvais pédagogue? Vaste question. Ben oui, c'est une grande question. Un bon pédagogue dans les métiers auxquels on prépare nous, c'est quelqu'un qui aime les gens déjà. Ouais. Dans les disciplines entre autres du CFMM, il y a la notion d'apprentissage du ski par exemple. Même la notion de secours sur les pistes ou de secours aquatique, c'est un métier qui est à disposition des gens. On va apprendre aux gens à skier, on va apprendre à un enfant à skier, mais aussi à un adulte à skier. On peut aussi apprendre à skier à des handicapés, un public handicapé, tout public. Et si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ce métier. On ne peut pas avoir de grande qualité pédagogique. On ne peut pas avoir de grande qualité pédagogique si on n'aime pas les gens quand on travaille dans ces métiers-là. Après, est-ce qu'il y a des mauvais? Oui, il y a sûrement des mauvais pédagogues, comme dans toutes les... On le sait au résultat, c'est toujours pareil. Après, puis il faut savoir s'adapter aussi, j'imagine, à des groupes, etc. Il faut s'adapter à tout public. Est-ce que ces formations et ces métiers évoluent? Est-ce que de plus en plus, par exemple, la notion de parler anglais, par exemple, pour être moniteur de ski, devient un prérequis obligatoire pour avoir le diplôme? Ces métiers, ils ont beaucoup évolué. En ce qui concerne les disciplines qu'on prépare chez nous, ils sont beaucoup liés au tourisme de montagne. Donc forcément, l'anglais est impératif, obligatoire. Donc obligatoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le diplôme, il y a l'anglais. Aujourd'hui, un jeune qui veut rentrer dans une école de ski, on lui demande s'il parle l'anglais et comment il parle l'anglais. Les secours sur piste, c'est pareil. On est amené à secourir des étrangers. Donc un étranger qui va être secouru par quelqu'un qui ne parle pas sa langue, qui ne parle pas l'anglais, c'est d'autant plus stressant. Donc c'est devenu impératif, c'est obligatoire. Et puis ces métiers, ils ont également évolué parce que si je prends le cas du monitorat de ski, dans les années 80, donc c'est pas aussi vieux que cela, dans les années 80, le moniteur de ski, c'est celui qui savait. Ouais. C'est celui qui partait devant parce que lui, il savait skier. C'était le guide. En fait, ça évolue comme l'éducation nationale, on va dire. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens qui viennent en station, certes, ils ont envie d'apprendre à skier, mais ils ont aussi envie de vivre des expériences. Ouais. Et pour vivre une expérience, il faut que le moniteur se mette au service de ses clients. Il faut qu'il ait une envergure beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que la seule technique du chasse-neige qu'il va apprendre à ses clients. Il faut qu'il ait cette dimension-là. Et on n'est plus dans une hiérarchie de l'enseignement. Non, absolument pas. Ce stade-là est dépassé depuis longtemps. Et puis, il faut bien aussi savoir que ces animateurs sportifs, ils sont des vrais acteurs économiques de leur territoire et que chacun a sa place dans une station de montagne, dans un pays de montagne ou dans un territoire. Chacun a sa place, fait que s'il fait bien son travail, eh bien, les clients vont venir, il va fidéliser. Et aujourd'hui, en particulier en métier de montagne, on a beaucoup besoin de fidéliser la clientèle. On peut fidéliser quand on peut venir en vacances pour venir chaque année poursuivre sa formation avec un formateur, c'est ça? Comment on fidélise pour les touristes? Les clients? Ouais. C'est en laissant un bon souvenir quand ils partent. Et oui, on peut retrouver ces clients. Ils sont nombreux, les animateurs sportifs de montagne qui retrouvent leurs clients chaque saison, oui, par exemple, en hiver, par exemple.
Chez Sport Léman, est-ce que vous partagez ce constat d'une formation qui n'est plus hiérarchique aujourd'hui? Il n'y a plus le formateur et puis les enfants ou les jeunes qui apprennent. Est-ce qu'aujourd'hui on est là pour créer des expériences ludiques? Ah ben, tout à fait, nous on est vraiment dans cette dynamique et je pense tout comme mes collègues de la MFR et du CFMM, on est vraiment dans une relation de proximité entre le formateur et le groupe de stagiaires. Parce qu'on forme des pédagogues, des éducateurs, des animateurs, donc cette relation-là, elle est importante. Nous, vraiment, l'état d'esprit, c'est de faire en sorte que le formateur qui est devant son public génère du plaisir et de la progression. Je reviens sur la question que vous aviez posée sur le bon et le mauvais pédagogue. Ouais. Le bon pédagogue, c'est celui qui est en capacité de faire progresser et de générer cet épanouissement auprès de son groupe de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs. Et comment on fait malgré tout pour avoir de l'autorité quand on a des groupes qui sont parfois dissipés? Il y a l'autorité naturelle, les règles qu'on met en place et surtout l'état d'esprit qu'on met. Ça sert à rien d'être sec, parler fort. Je pense qu'il faut établir cette relation de proximité avec son groupe pour que cette relation soit respectable au niveau de son groupe. C'est important. Très bien, merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de la Web TV de la Foire. On était ravis d'avoir votre expertise sur ces différents métiers et ces différentes formations. On espère que vous avez passé un bon salon. En tout cas, merci à tous les trois et très bonne soirée. Rochexpo.tv à suivre la nocturne de ce deuxième jour de la Foire.